Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo pour suivre l'actualité au Brésil. Vous aurez remarqué que j'ai passé un certain moment sans faire de nouvelles vidéos. Ce pour deux raisons. La première parce que je pense que depuis l'étranger, il y a des tas de nouvelles qui sont super importantes, mais qui sont difficiles à entendre, à comprendre quand on est en dehors du contexte. Et donc j'essaye de privilégier une compréhension de la situation à partir d'informations qui réellement vous permettent d'architecturer une compréhension globale de la situation. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai été malade, j'ai eu le Covid, donc bon, enfin voilà, maintenant ça va beaucoup mieux. Donc voilà. La dernière vidéo, enfin l'avant-dernière en fait, était une vidéo qui expliquait que le Parti libéral, le parti de Bolsonaro, et deux partis alliés, le PP et le Parti républicain, ont rendu au tribunal supérieur électoral un rapport qui est le résultat de la contraction d'une entreprise privée spécialisée dans l'investigation des systèmes informatiques. En l'occurrence ici, donc, c'est une entreprise qui a investigué, qui a vérifié tout le système des urnes électorales, hein, enfin tout, en tout cas une partie, et qui a rendu un rapport sur l'état des lieux, hein, sur le système électoral brésilien. Et le rapport est catastrophique, comme tous les autres rapports, puisque donc ça c'est un rapport qui a été fait par une entreprise privée, ce qui fait partie des droits constitutionnels des partis. Ils ont même un budget alloué à la possibilité d'engager des entreprises privées. Et donc ce rapport, rapidement, je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, démontre que les urnes qui sont antécédentes, de fabrication antécédente à 2020, sont impossibles à identifier, démontre des dysfonctionnements qui, d'un point de vue statistique et mathématique, sont absolument incohérents et impossibles, notamment, entre autres, que Lula gagne tout le temps dans ces urnes qui sont antécédentes à 2020. Enfin bon, il y a des tas d'autres irrégularités, il y a aussi des irrégularités sur le secret du vote, puisqu'on peut retrouver le nom, le nom des personnes et le vote qu'ils ont l'identification des personnes et le vote qu'ils ont choisi. Enfin bon, bref. Et il y a encore des tas de trucs, mais on va pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que c'est pas ça que je veux vous communiquer. Donc ils ont rendu ce rapport, hein, en demandant au tribunal supérieur électoral eh bien, de prendre des mesures et d'en déduire, évidemment, normalement, on devrait annuler les élections. Et donc la réponse du tribunal supérieur électoral, dont le président est Alexandre de Moraes, qui est aussi un des principaux ministres du suprême tribunal fédéral. Je vous rappelle rapidement ce qu'est le suprême tribunal fédéral. C'est au Brésil l'entité, la plus haute entité judiciaire, ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire, hein, et qui réunit plusieurs pouvoirs, le pouvoir de la Cour constitutionnelle, le pouvoir de la Haute Cour de justice, et aussi le pouvoir de la Cour des comptes. Enfin bon, c'est un truc, c'est un pataquès énorme, c'est un pouvoir endémique totalement monstrueux, et il n'arrête pas, évidemment, depuis 4 ans, depuis que Bolsonaro a été élu, ils n'arrêtent pas d'outrepasser leur pouvoir, d'empêcher Bolsonaro de gouverner, et ils se sont les architectes de toute, d'abord de la libération de Lula, hein, et finalement de toutes ces élections qui sont absolument illégitimes pour des milliers de points. Je ferai une vidéo que sur ça, d'ailleurs ce sera la prochaine. Voilà. Alors ça c'est pour les gens, parce qu'il y a encore des Français, je reçois quelques retours, il y a encore des gens, je ne sais pas, qui ont attrapé le virus gauchiste, qui croient toujours que les Brésiliens manifestent dans les rues parce que Bolsonaro est un vilain fasciste nazi, et que s'il y a des problèmes au Brésil, c'est parce que Bolsonaro est arrivé au pouvoir. Enfin bon, bref, on est dans du délire complètement. On a beau essayer d'expliquer qu'on a affaire à un coup d'État judiciaire et administratif à travers un pouvoir judiciaire qui outrepasse complètement ses pouvoirs, mais ça rentre pas dans la tête. Il faut qu'il y ait un vilain fasciste qui se balade par là
pour pouvoir faire avoir un rôle d'épouvantail, chose qu'on adore, hein, comme on le sait, surtout en France. Voilà, donc ça c'était une aparté. Donc, eh bien, la réponse, donc, quand ils ont rendu ce rapport, la réponse a été simple d'Alexandre de Moraes, qui est donc le président du tribunal supérieur électoral, hein, c'est fin de non-recevoir complète, hein, et en plus, il leur fait un procès et il leur met une amende de 22,9 millions, rien que ça, en alléguant que donc ils essayent de pervertir le système électoral, les élections, hein, et donc voilà. Or, bon, d'abord, c'est complètement anticonstitutionnel ce qu'il fait, puisque d'abord ce rapport, même s'il doit être rendu selon la constitution brésilienne au tribunal supérieur électoral, le tribunal supérieur électoral devait acheminer immédiatement ce rapport à un tribunal administratif et une commission administrative qui devait analyser le contenu du rapport pour déterminer si ces éléments étaient valides ou non, en tout cas quelle était leur valeur, puisque le rapport est un rapport technique, hein, et que seulement après le judiciaire, hein, le tribunal supérieur électoral pouvait entrer en ligne de jeu et commencer donc, entre guillemets, à juger l'histoire. Or, ça n'a pas du tout été le cas. En 10 minutes, hein, ça a été quelques heures, hein, sa réponse a été claire et nette. Et donc, évidemment, c'est une forme de rupture institutionnelle et c'était la guerre ouverte, hein, entre les pouvoirs, notamment entre le juridique et l'exécutif. Hein. Voilà. Alors, il faut dire aussi, pour que vous compreniez bien la situation, l'environnement dans lequel on se situe, le seul pouvoir qui peut contrer les décisions du suprême tribunal fédéral, c'est le Sénat, hein. Et comme le Sénat est complètement verrouillé parce que la plupart des sénateurs sont corrompus et ont presque tous, pas tous, mais presque tous, et surtout le président du Sénat qui a évidemment un rôle essentiel parce que c'est à travers lui que les demandes du Sénat sont acheminées au STF quand il y a un ordre contraire, quand ils ne sont pas d'accord avec le Sénat, puis surtout le tribunal le STF, mais surtout, ou le TSE, mais surtout quand ils font quand ils décident de demander ce qu'on appelle des impeachments, hein, des démissions de ministres pour décisions anticonstitutionnelles. Donc, bien ces sénateurs et puis ce président du Sénat sont complètement corrompus. Ils ont des dizaines de procès dans les tiroirs du STF, dont un des rôles est justement de juger les gens qui ont l'immunité parlementaire ou sénatoriale. Donc vous voyez, c'est un cercle comme ça qui se ferme, et donc on comprend la situation, on est dans une espèce d'impasse institutionnelle, hein, et donc c'est pour ça qu'on est dans cette situation, parce qu'il n'y a pas de sortie. Et donc, il y a un nouvel élément qui est apparu, il y a des sénateurs, une dizaine, donc qui font partie des rares qui ne sont pas corrompus, qui ont acheminé auprès du tribunal militaire, hein, du procurateur général de l'armée, hein, une demande d'ouverture d'investigation pour crimes militaires. Alors je vous explique qu'est-ce qui se passe. Donc c'est la suite, hein, après le refus d'Alexandre de Moraes, du TSE et du STF, de recevoir le rapport du Parti libéral qui allègue les irrégularités dans les élections. Donc ça, c'est la suite, c'est le prochain pas. Hein. Et donc, pourquoi ils font ça? Parce que, vous le savez, je vous l'avais expliqué, l'armée a rendu un rapport. Hein. L'armée, d'ailleurs, avait été invitée par le Suprême Tribunal fédéral à faire partie des instances fiscalisatrices des élections, ce qu'ils ont fait. Or, leur travail a été empêché. Ils ont fait un rapport en le rendant au Suprême Tribunal fédéral, hein, leur travail a été empêché par le Suprême Tribunal fédéral, hein, et notamment, entre autres, puisque c'est toute une histoire, hein, l'armée a demandé à ce qu'ils leur livrent les codes sources
des urnes, et ils ont toujours refusé, jusqu'à présent ils ont refusé. Donc quand l'armée avait rendu son rapport, elle avait donné un délai au Suprême tribunal fédéral et au tribunal supérieur électoral pour leur donner les informations suffisantes pour qu'ils puissent valider, vérifier le système. Et jusqu'à présent, le Suprême tribunal fédéral et le tribunal supérieur électoral se sont refusés absolument à faire ça, pour des raisons complètement vaseuses. Et donc, les sénateurs, ces sénateurs, un groupe de 10 sénateurs, ont fait une action et se sont dirigés au tribunal militaire, hein, au procurateur général, au procureur, pardon, je mélange les paroles, les mots français et portugais, général de l'armée, en leur disant que du fait que le Suprême tribunal fédéral et le TSE refusaient de fournir les informations suffisantes nécessaires à ce que l'armée exerce sa fonction constitutionnelle prévue dans la loi, hein, eh bien, ça constituait un crime militaire. Et donc là, on passe à un autre pas, c'est-à-dire que comme les institutions civiles hein, ne remplissent pas leur rôle, hein, en réalité, en fait, sont en faillite, hein, c'est la faillite totale des institutions, il ne reste comme recours que l'armée, dans le sens où les crimes qui sont allégués, qui sont dénoncés, sont des crimes typiquement de la catégorie considérée militaire par la Constitution brésilienne. Hein. Empêcher l'armée de faire son travail constitutionnel, hein, c'est commettre un crime militaire, et ça c'est bon, très bien expliqué dans la Constitution. Voilà. Alors je vous explique tout ça parce que c'est un peu complexe, hein, et donc une investigation a été ouverte officiellement par le procureur général de l'armée, hein, et donc ben voilà, donc là on est rentré dans un nouveau scénario, et évidemment que l'armée ne va pas accepter qu'on l'empêche de faire son rôle constitutionnel, hein, de jouer son rôle constitutionnel, et à partir de là, évidemment, il y a ce qu'on appelle ici la garantie de la loi et de l'ordre, hein, c'est-à-dire qu'on considère que cet empêchement, on va dire prohibition, hein, à l'armée de remplir son rôle, hein, son rôle qui est garantir la loi et l'ordre, hein, et donc est un crime extrêmement grave, hein, et qui est passible de ce qu'on appelle ici de crime en flagrant délit, hein, et donc de prison immédiate. Voilà. Et donc l'armée, si le jugement qu'elle va émettre considère que c'est un crime, qu'effectivement il y a crime militaire, et donc crime contre la garantie de la loi et de l'ordre, c'est un crime très grave, hein, puisque c'est un crime contre la démocratie, hein, et ça fait partie du rôle de l'armée dans la Constitution de protéger l'intégrité des trois pouvoirs, l'harmonie entre les trois pouvoirs, et donc la démocratie. Voilà. Et la loi, la garantie de la loi et de l'ordre. Donc voilà où on en est. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce document a été signé le 25 novembre. On en a eu vent uniquement hier. Hein. Donc ça vous donne une idée de l'occultation de l'information dans laquelle on vit, puisque évidemment, normalement, la presse, les médias auraient dû nous informer de ça. On l'a su, comme d'habitude, par des fuites qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, avec notamment des chaînes qui sont des chaînes de gens sérieux. Donc moi je vous ai montré là des images du document, hein. Le document est véritable, c'est pas des rumeurs, hein. Et les gens qui ont diffusé sont des gens qui ont des chaînes YouTube qui sont considérées comme sérieuses. D'ailleurs l'un d'entre eux est un avocat voilà, connu. Enfin bon bref, c'est un truc qui est sérieux, c'est pas du cirque. Voilà, alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que depuis la dernière intervention de Bolsonaro, qui de mémoire devait être
le 2 novembre, c'est-à-dire 2 jours après les élections, où je rappelle, il n'a jamais reconnu la victoire de Lula. Hein. Bolsonaro est resté muet. Hein. Il n'est plus intervenu, il ne s'est plus manifesté en public. Lui qui a d'habitude fait des lives toutes les semaines, communique beaucoup avec le peuple brésilien. Là, il est, on va dire, entre guillemets, reclus. Alors, toutes les interprétations ont eu lieu. On dit qu'il était déprimé, on dit que je sais pas quoi. Enfin bon, on a même dit qu'il voulait fuir du Brésil. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Mais la réalité, c'est que sa stratégie maintenant est toujours chaque fois plus claire. C'est que il va épuiser toutes les solutions juridiques et constitutionnelles jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucune. Hein. Et donc, pour ce faire, il se met en retrait de sa fonction politique, non pas dans le sens où il n'assume plus son rôle de président, la présidence continue à être assumée, mais il ne communique plus. Et donc, son objectif, c'est de ne pas contaminer toutes les opérations d'ordre judiciaire, hein, c'est-à-dire, on va dire justement, cette stratégie d'épuisement de toutes les solutions hein, qui sont prévues dans la Constitution par une parole politique qui pourrait être interprétée et être utilisée contre lui avec tout ce cirque habituel de fascistes, nazis, qui refuse les résultats de la démocratie, enfin tout le cirque habituel auquel on est habitué. Donc, Camembert, il ne dit rien, mais il est actif, mais en coulisses. Et donc, évidemment, c'est une situation qui n'est pas facile pour le peuple brésilien et pour les gens qui manifestent. Je vous rappelle qu'on est maintenant à 34 jours de manifestations, des manifestations intenses. Hein. Alors, évidemment, il n'y a pas tout le temps des millions de gens parce que il faut vivre. Hein. Mais par contre, on a des villages de tentes qui se sont montés partout dans les grandes villes. À Brasilia, on est à un village de tentes qui est près de 3000 tentes. Je ne sais pas si c'est devenu une petite ville. Hein. À Rio, c'est pareil. J'y étais encore hier. Le village de tentes a encore augmenté. Et aujourd'hui, dimanche, c'est le jour d'afflux où les gens, évidemment, ne travaillent pas. Hein, et donc, ont la liberté d'aller manifester. Alors donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une situation qui est assez angoissante finalement, parce qu'on a très peu de nouvelles, hein, et on se demande toujours, alors il y a toute une guerre psychologique, si réellement il y a des choses qui sont faites, si les gens qui manifestent ne manifestent pas en vain, est-ce que Bolsonaro va décevoir son électorat, et tout. Et bon, et finalement avec cette nouvelle qui a été occultée, hein, mais qui apparaît enfin maintenant, on se rend compte que non, il y a effectivement un travail sérieux qui est fait, et donc la stratégie, je le répète, c'est d'épuiser toutes les solutions constitutionnelles hein, pour prouver hein, que Bolsonaro donne l'opportunité au pouvoir judiciaire et au pouvoir législatif de jouer son rôle conformément à la Constitution, chose qu'ils ne font pas, puisque d'un côté, le pouvoir, le Parlement et le Sénat se taient et faillent à leur mission depuis maintenant des mois, si c'est pas, on pourrait dire, des années, puisque normalement, l'orchestration qui a été fomentée par le Tribunal supérieur électoral et le Suprême Tribunal fédéral aurait dû depuis longtemps être l'occasion d'ouvrir des procès et de demander la démission de ces ministres. Hein, ministre du STF et ministre du TSE. Or, ça n'a jamais eu lieu parce que, justement, il y a énormément de corruption hein, et que énormément de ces gens-là, députés et sénateurs, ont des procès jusque-là. Hein, comme on dit au Brésil, ils ont la queue prise hein, dans les tiroirs du STF. Hein, et donc, si jamais ils commencent à emmerder, eh ben, on va sortir des procès. Hein, et puis, voilà, ça va être violent, puisque donc, chose, je ne sais pas si je l'ai dit, le Suprême Tribunal fédéral hein, a un de ses rôles, c'est de juger. Il a
le privilège de juger les gens qui ont l'immunité parlementaire et sénatoriale. Donc c'est directement lié. Donc évidemment que les sénateurs qui ont des problèmes juridiques, ils vont pas faire les malins, parce que voilà, ça va taper sec. Donc voilà la situation. Donc Bolsonaro apparemment a épuisé, d'autant que je sache, parce que je suis pas un juriste constitutionnel, donc d'après mes informations et tout ce que j'ai recueilli, les solutions juridiques constitutionnelles dans le domaine du civil ont été épuisées, et donc c'est pour ça que finalement le dernier recours apparemment est celui de l'armée. Dans le cadre de la Constitution, je le répète bien clairement, il ne s'agit pas de coup d'État ourdi par l'armée, ça n'a rien à voir, l'armée dans son rôle constitutionnel, et donc, ben voilà, donc on est passé à une autre étape. Alors, tout ça, évidemment, c'est un peu, vous imaginez, au Brésil, c'est un peu entre guillemets la révolution, enfin, bon, il y a beaucoup d'espérance, parce qu'on est dans un processus, d'abord on vit dans un état d'exception, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'on a de la censure hard, dure, avec la police fédérale qui arrive chez les gens, on a des députés qui se retrouvent avec la police fédérale à 6 heures du matin, on a un député qui a eu un bracelet électronique pour simplement avoir il y a 3 ans, insulté un des ministres, le fameux Alexandre de Moraes. Le mec s'est pris 9 ans de prison, alors que constitutionnellement, au pire, il aurait dû se prendre une amende. Enfin bon, voilà. Bon, et ça n'arrête pas. Et en plus, si, et je ne vais pas continuer parce que ça va faire une vidéo trop longue, mais si on prend toutes les déclarations de Lula, on sait que, bon, s'il n'y a rien qui est fait, on va être dans le processus exactement vénézuélien, c'est-à-dire une prise de pouvoir totale, avec un étouffement de l'opposition et tout un procédé de judiciarisation de la politique qui fait que petit à petit, les députés, les journalistes, les influenceurs sur YouTube, tout ce beau monde, ou va être obligé de fuir, ou va avoir sa vie détruite, ou va être emprisonné. Voilà. Donc on est dans ce processus, et donc évidemment, il y a énormément de gens qui ont l'espoir que tout ça s'arrête, parce que voilà, parce que c'est impossible, parce qu'on a la trouille en fait, voilà, c'est simple, on commence à voir très clairement se dessiner le spectre de la peur, d'un régime de la peur. Voilà. Voilà, donc je m'arrête là, il y aurait évidemment des tas de choses à dire, mais sinon ça va vous mettre une tête au carré. Je vais faire une autre vidéo, tout de suite là, si c'est pas aujourd'hui, demain, parce qu'il y a d'autres choses à dire, parce qu'effectivement il y a des mouvements au niveau militaire, et je vous expliquerai ce que c'est et de quoi on parle. Ça vous donnera une bonne idée de la situation dans laquelle on est, et des difficultés énormes que passe le Brésil à cause de l'appareillage de l'État par l'extrême gauche révolutionnaire qui a réussi son coup dans presque toute l'Amérique latine et qui est en train d'avoir un projet à la chinoise, ni plus ni moins. Voilà, et déclaré, c'est pas une interprétation de ma part, c'est des choses, c'est ce que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt, et bonne journée à vous. Au revoir.